Voilà, chose promise, chose due. Donc, nous sommes en direct avec notre futur sénateur, Inch'Allah, comme on lui espère tous. Monsieur Ali Shahem Ali Ben Ali, assalamu alaikum, bonjour. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, bonjour. Voilà donc, vous êtes en direct à la radio, monsieur le sénateur, Inch'Allah. Et on va commencer d'abord évidemment par un bref petit résumé. Vous allez nous dire qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites et autres. Là, ce que j'ai vu, bon donc Ali Ben Ali ou Ali Shahem Ali vit au Minnesota, un des États donc des États-Unis. Et il est en train de candidater donc pour être sénateur au district 55. Il va nous expliquer tout ça. Monsieur Ali Ben Ali est né donc dans la partie nord de Djibouti. Polyglotte, il parle couramment afar, français, somali, anglais, certainement un peu arabe. Il a grandi à Djibouti. À l'époque, on était encore colonisé par les Français. Puis par la suite, il y a eu l'indépendance. Et évidemment, cette indépendance a été plus ou moins kidnappée, on va dire, par certains qui, ont voulu favoriser les leurs par rapport à d'autres. Et de plus, de par le parcours de Monsieur Ali Ben Ali, qui était avocat et en plus un des représentants des avocats même pour une association des droits humains. Il a été très très vite ciblé et lui et sa famille. Bon, évidemment, dans ce genre de conditions, la seule chose qui est restée, soit courber les chines, soit accepter le dictat ou alors fuir. Il a préféré fuir. Il est parti aux États-Unis. Voilà maintenant 18 ans. Une fois arrivé là-bas, évidemment, il a tout fait pour, s'intégrer, devenir un bon Américain, un bon citoyen américain. La preuve, il est aujourd'hui candidat pour être sénateur. Est-ce bien ça, monsieur Ali? Oui. Grosso modo, c'est ça. D'accord, donc voilà, nous, ce qui nous intéresse ici, vous savez, c'est la radio de ce qu'on veut en tout cas. C'est que cette radio-là soit la radio de la diaspora et mettre en valeur des gens, comme vous qui sortez un peu de l'ordinaire, qui osez et en gros qui nous faites du bien aussi parce que on peut citer votre exemple à nos enfants, voilà ce qu'il faut faire, voilà jusqu'où il faut aller. Qu'est-ce qui vous a donné ce courage pour candidater à ce poste-là, quand même? Pour commencer, Monsieur Nidal, merci pour cette invitation, merci à la Radio Nantes. Et je remercie également les auditrices et les auditeurs de Radio Nantes. Et voilà, comme tu l'avais dit, je suis né dans un petit patelin, pas loin de Randa, Karmalaf. Sous la colonisation française. Et voilà, depuis l'indépendance, on a accédé à l'indépendance en 1977. Autrement, mon père a quitté son patelin, la forêt du Daï de bas âge, et pour subvenir aux besoins de ses petits frères et sœurs. Mm-hmm. Par la suite, il a fini par avoir son propre atelier à Carquéen. Certains se rappellent certainement l'actuelle pharmacie nouvelle, et c'était devant le restaurant d'Ali Fouli à l'époque, malheureusement, de l'indépendance. Oui, ça tout le monde connaît. Ce bâtiment a été confisqué par le régime en 1977, après la colonisation française. Deux options se présentaient, construction d'un État national, institution nationale, ou une institution tribalisée, mais malheureusement, la tribalisation a pris le dessus. D'ailleurs, la famille fut victime d'une répression sanglante du régime en place, pas parce qu'à cause de nos convictions politiques, mais plutôt une appartenance ethnique. De ce fait, on s'est trouvé dans l'obligation de se replier dans le village de Randa. D'accord. En 1978, c'était ma première participation politique. Un soir, on a organisé une manif contre le camp militaire de Randa, et par la suite, tout le monde le connaît, il y a eu un attentat
D'ailleurs, j'étais même pas au courant de ça à l'époque, on ne savait pas qui organisait, mais je faisais partie de ces jeunes qui faisaient le tam-tam et en criant non à l'injustice. Et donc, je suis né dans le bastion, ou grandi en bastion, rebelle. Une revendication politique, donc de ce fait, c'est ce qui m'a forgé ma personnalité, mes convictions politiques, c'était l'oppression. Je remercie M. Goulet et son neveu de m'avoir donné cette personnalité. Donc, de bas âge, j'étais contre l'injustice. J'ai vécu, j'ai grandi en tant que citoyen de deuxième classe. Mais malheureusement, la plupart des Djiboutiens ne sont pas d'accord de ce terme, mais c'était le cas. Et ça reste toujours le cas à Djibouti, ou même dans pas mal de pays d'Afrique. Si tu n'es pas grandi ou tu es dans la famille des élus de la tribu en charge, mais fois tu te trouves comme un citoyen deuxième zone, troisième zone, etc. Malheureusement, oui, c'est le cas de toute l'Afrique, comme vous le dites. Voilà. Et de ce fait, après avoir grandi dans ce bastion, il y a eu plusieurs humiliations, les femmes violées, nous a tiré dessus, on a pris premier goût de l'oppression à vraiment bas âge. Donc j'ai grandi dans cette mentalité d'un rebelle, se révolter. Je dis, c'est pas ça, on peut faire mieux, ça c'est injuste, je mérite mieux. Et voilà, je suis parti faire un pachasiki à la Légion étrangère pour acquérir des connaissances militaires, qui m'a d'ailleurs servi par la suite d'aider les jeunes à une formation militaire à Sagala. Et de là, je suis parti vers l'Éthiopie en 1973 pour des traitements à cause des calculs rénales. Et voilà, j'ai pris en charge, j'étais représentant des réfugiés djiboutiens à Addis Abeba. Et voilà, après l'extradition, Djibouti et l'Éthiopie avaient eu des accords pour l'extradition des opposants politiques. Donc, j'étais le numéro 7 qui devrait partir à Gabon. Le choix se présentait à maintes reprises. Djibouti aux États-Unis, en France, que d'ailleurs j'ai refusé parce que mon objectif c'était faire un changement à Djibouti plutôt de M. Souré. Donc j'étais entre les taux. L'option c'était Gabon ou les États-Unis. Donc le gouvernement éthiopien m'a carrément refoulé, forcé. Et donc c'est dans ce contexte-là que je suis arrivé aux États-Unis. Et de lors, j'ai continué à être le premier ambassadeur de l'opposition djiboutienne. Ou peut-être même des affaires en général aussi. Parce qu'il n'y avait aucun affaire qui travaillait ni dans l'ambassade, même à l'heure actuelle, il n'y a aucun affaire à l'ambassade de Djibouti, de l'Érythrée, de l'Éthiopie. Ça résume tout. Mais en même temps, j'ai organisé première manif en 2010, première Djiboutien avec ma famille et amis, organisé devant la Maison Blanche. Nous avons accueilli, comme tu le sais, en mai 2014, le président djiboutien en accueil chaleureux devant la Maison Blanche. Très chaleureux, je me rappelle très très bien de ça, oui. Et aussi à Minnesota. D'accord. Donc, et en même temps, j'ai toujours vu un peu, malgré moi, même que j'appartiens à l'ethnie afar, je considère que ma vision politique et ma maturité politique, sans être égocentrique, dépasse les clivages régionaux et même aujourd'hui, comme tu vois, je suis candidat en tant que minorité, en tant que noir, défendeur des pauvres et de cause des femmes. Donc, en un mot, j'ai parti depuis la première fois, j'ai jamais eu à Djibouti la chance de participer à une élection libre. Toujours, j'ai même pas le carte d'identité jusqu'à présent. Donc c'était en 2010, au centre-ville qu'on appelle Hapri, c'est une petite ville dans l'état de Minnesota, que je suis parti voter dans une église. D'accord. Et c'était une élection locale. C'était vraiment le jour le plus heureux de ma vie, parce que je faisais ça pour les gens qui sont tombés, pour les gens que j'ai entraînés qui sont dehors, pour les femmes violées, les gens qui s'ouvrent à travers le monde, qui n'ont même pas le droit de s'exprimer. Et je vous voyez, voilà, je fais ça pour eux. Et en même temps, c'était une ouverture, une nouvelle porte qui s'ouvrait. La nouvelle vue, comme on dit ici, les chrétiens, reborn Christian. Oui. Donc, ils ont fait un tas de conneries, mais là, ils reviennent et disent, mais non, on est de nouveau. Pour moi, c'était une reconversion. D'accord. Donc, et depuis, j'ai participé à maintes
participation politique avec le Parti démocrate. D'ailleurs, c'était le seul qui m'acceptait. Ah, justement, je voulais poser cette question-là. Tu représentes quelle couleur, justement, là-bas, le Parti démocrate ou républicain ou indépendant? Normalement, quand on vient de l'étranger, en tant que musulman, grandi dans un pays, même si on ne s'appelle pas conservateur, on est quand même des croyants, donc de ce fait, il y a beaucoup de gens qu'on n'est pas d'accord avec. Mais il y a deux options. Les démocrates, on est bienvenus, peu importe d'où on vient, et les républicains, ma foi, faut être blanc et conservateur catholique, chrétien. Donc, l'option des démocrates était beaucoup mieux pour moi que les républicains. Donc depuis, j'ai participé à plusieurs votes, j'ai participé à organiser des meetings avec les démocrates, j'étais field officer dans mon secteur, 4 fois délégué au niveau régional, et donc voilà, il est arrivé maintenant, au lieu de regarder, de voter pendant tout ce temps-là, et je pourrais faire mieux, et faire un pas de plus, parce que pour la plupart des gens qui viennent de l'étranger, malgré nous, on vit dans des coins cantonnés, qu'on appelle les ghettos, on vit entre nous-mêmes. Et donc, pour moi, j'ai vraiment franchi la porte. C'est-à-dire que maintenant, je vis dans l'Amérique normale pour pouvoir jouer dans la cour des grands, sans être égocentrique. D'accord. Et donc, et voilà, c'est une nouvelle chapitre, c'est une nouvelle vie qui commence. Et je crois que, dorénavant, ma candidature ne va pas se limiter ici, il y a plusieurs options et je compte continuer dans ce sens. D'accord, et puis là, en plus, alors d'abord, non, au niveau des dates, si on se fait bien, là, il y aura d'ici quelques semaines les présidentielles américaines. Les sénatoriales, comment ça se passe? Quand est-ce que ça se passe? Toutes les élections à travers 50 États, ça sera le 8 novembre. Même les sénatoriales? Si tu connais, tout. D'accord. Voilà, c'est cross-board, c'est partout. D'autre part, j'aimerais bien parler pourquoi je participe et quelles sont les plateformes que je défends. Oui, d'accord. Voilà, je vais un peu parler comme je parle à les gens que je représente. Voilà, je suis candidat à ces élections-là parce que je veux être la voix de mon district. Je veux représenter les gens de mon district. Pas les multinationales ou les millionnaires. Et ma conviction que d'amener à la capitale de Minnesota, qu'on appelle Saint-Paul, les valeurs communes de mon district. Peu importe l'appartenance du parti. Oui, mais je me permets de vous couper un tout petit peu, monsieur Ali, puisque on connaît un peu les États-Unis, c'est la plus grande puissance mondiale, et quoi qu'il se passe là-bas, dans tous les cas, on est touché un peu partout, et bien entendu ici en France. Et la seule chose que l'on sait, c'est que les lobbies sont extrêmement puissants et qu'on ne peut pas se passer de ces lobbies-là. Du moins aux États-Unis, je ne sais pas, je me trompe peut-être, hein. Comment pouvez-vous vous en passer? Il y a deux types de politiciens. Donc, moi, je m'appelle hybrid politician. C'est-à-dire que le fait d'avoir la différence entre moi et les autres Américains qui sont nés ici, moi, j'ai grandi dans l'injustice sociale. Ça m'a forgé. J'ai vu la pauvreté. Et il y a des moments que j'ai passés dans ma vie que je n'étais pas capable de manger le matin, que ce soit dans le maquis ou ailleurs. Tu vois, n'avoir pas accès à l'électricité, à l'eau potable. Tout ça m'a forgé. Donc, l'injustice dont j'ai vécu avant, tout ce que j'ai fait, si j'aurais accepté les lobbies et les avantages qui viennent avec, peut-être aujourd'hui je serais ministre à Djibouti comme tout le monde, et faire le tam-tam, papa IOG, maman Kadra, mais malheureusement c'est pas moi, je ne peux pas faire ça. Ça c'est pas ma personnalité. Et donc vous continuez là-bas aussi. Voilà, j'ai pas changé. Et d'ailleurs c'est ma force motrice, c'est mon passé. Et donc, pour moi, le fait d'être sénateur de Minnesota, c'est pas garantir ma longévité politique et avoir une retraite dorée. Non, je veux faire la différence. Là, et mes calculs ne sont pas basés aux élections de 2020. Là, ou d'ailleurs aux élections de gouverneur ou de sénateur au niveau national. Non,
mes calculs ne sont pas basés et je ne fais pas une calcul politicienne. Je veux essayer de changer la donne. Peut-être ça marchera, peut-être ça ne marchera pas. Mais en tout cas, même aujourd'hui, j'ai pas reçu un centime des lobbies. Pourquoi? Parce que, comme disait Sankara, qui te nourrit te contrôle. Tu vois? Donc, si je commence à ramasser l'argent de la droite, mais évidemment que je serai obligé de me plier à leur exigence. Oui, mais peut-on gagner aux États-Unis en étant, comme tu le dis, au-dessus de la mêlée, en ne jouant pas le jeu de ces lobbies-là? C'est difficile, mais c'est possible. J'aimerais changer la façon dont on fait. De l'autre côté, le fait d'être mauvais, comme je disais, ça me donne une liberté de m'exprimer librement, de dire des choses que les gens n'arrivent pas à dire. Regarde, Bernie Sanders. Justement, je pensais à ce monsieur-là, et j'ai vu qu'il avait des idées absolument extraordinaires, mais il n'est pas passé, monsieur Ali. Il n'est pas passé parce qu'il y a eu un trucage au niveau de notre parti, au niveau national. Mais c'est une magie de l'intérieur. On n'était pas au courant ici. Ouais, et d'ailleurs, il y a une semaine, quand je suis parti à l'état-major de parti, à leur dire que dans 2 ans, j'aimerais participer à une autre élection. Et qu'ils me disent, ouais, est-ce que tu seras d'accord avec le nominé du parti? Je dis, non, je ne serai pas. On ira au primaire. Il faut qu'il y ait débat. On doit débattre. Il y a des magouilles. Malgré nous, malgré que les États-Unis, soi-disant la meilleure démocratie, c'est plein de magouilles. C'est les 2 partis d'ailleurs, républicains et démocrates. Hein? Il y a de l'argent sale, il y a de l'argent noir, c'est corrompu. Mais avec la nouvelle génération, avec la montée des minorités, je crois qu'il y a une faille, même que ce soit maintenant ou dans le futur, de pouvoir être élu aux États-Unis. Donc, de ce fait, mon programme est en 4 parties. Et là-bas, ça sera l'éducation. Mm-hmm. L'éducation, pourquoi? Parce que nous vivons dans un monde de compétition. Là, et j'aimerais que les enfants puissent participer au monde du XXIe siècle. Donc, une instruction de calibre mondial et d'acquérir des compétences pour affronter la concurrence d'une économie mondialisée. Ça sera mon rôle. Et pour ça, on doit investir dans l'éducation de bas âge. Ce qui fait ton avenir et ta participation dans la vie quotidienne ou dans ton pays, c'est te donner une bonne fondation de base. Si on n'a pas ça, on ne peut pas continuer dans le système qu'on fait aujourd'hui. Parce qu'il y a l'écart de réussite est énorme par rapport aux minorités et la classe riche. Comment dans un marathon, si un gars il a 20 km d'avance sur toi, tu ne vas pas le rattraper. Oui, donc on doit changer ça. Donc, pour changer ça, on doit investir dans l'éducation de bas âge et essayer d'augmenter les salaires des professeurs pour embaucher des gens très qualifiés. Par exemple, dans la ville où je vis, il y a 8000 étudiants. Sur les 8000, 27% c'est des minorités, avec 60 différentes langues. Donc il y a une barrière. Et en même temps, l'autre, c'est le système de santé. Tu as certainement entendu Obamacare. Oui. Obamacare, à l'heure actuelle, les gens, ils ont des difficultés pour payer une assurance. Donc, dans mon plan, Obama a cédé devant des sociétés pharmaceutiques. Est-ce qu'il a cédé ou est-ce qu'il n'a pas eu le soutien, en fait, du Sénat, justement? Même les démocrates qui sont dans la poche des sociétés pharmaceutiques n'ont pas voté pour ça. Donc, c'était un échec. Mais il y a des bonnes choses là-dedans. Jusqu'à l'âge de 26 ans, on peut garder nos enfants sous notre couverture médicale qu'on a aujourd'hui, dans le travail. Mm-hmm. Et en même temps, les gens qui ont des conditions préalables, comme moi qui est diabétique, et avant, je ne pouvais pas acheter une assurance. Maintenant, ils ne peuvent pas me refuser. Donc, il y a des bons éléments. Mais je crois que le système de santé universel, la santé universelle, ce serait la meilleure solution pour les États-Unis. La France a réussi. Regarde l'Allemagne, mais avec un système privé, mais avec contrôle. Mais si on ne change pas ça,
mais on peut pas continuer. D'accord. Et l'autre est l'inégalité entre la femme et l'homme. Malgré nous, c'est la première fois dans l'histoire qu'il y a une candidate à un parti politique à l'élection présidentielle, Hillary Clinton. C'est la première. Oui. Donc, et au niveau des salaires, la femme gagne 77 centimes par dollar. Avant tout, je suis fils, mari, et en plus, je suis le père de 4 filles. Il n'y a pas un moment que je pense, mes 2 garçons valent mieux que mes 4 filles. Donc, je ferai tout pour combattre cette injustice et remédier à ce problème-là. Et en même temps, on n'a pas aussi de congé de maternité pour les femmes. Donc, je ferai tout pour qu'il y ait un congé payé de 3 ou de 6 mois pour le père et la mère aussi. Et l'autre, c'est le transport. Le pont est en train de vieillir. Comme tu le sais, aux États-Unis, le système de transport commun n'est pas vraiment bien développé, encore à cause des lobbies. Dans mon district, la population va augmenter presque de 700 000. Donc maintenant, il est temps de réparer nos ponts, nos rues et d'ailleurs les tramways ou de mettre léger pour dégorger les autoroutes. Donc là, c'est un peu trop technique pour nous, je vous avoue. Qui sommes ici en France ou surtout ici à Nantes où on est plutôt bien. Écoutez, je vous invite d'ailleurs à venir à Nantes, vous allez voir très très bien desservi. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais sinon, alors au niveau de ces élections-là, comme vous dites, nous avons pour la première fois aux États-Unis donc une femme qui peut et qui va peut-être certainement devenir la première femme présidente des États-Unis. Mais de l'autre côté, vous nous faites un peu peur. Ce Donald Trump. Alors, est-ce que c'est vraiment l'espèce de caricature de monstre que l'on nous montre ici en France, ou est-ce que finalement c'est un républicain comme les autres? Je ne sais pas si j'ai vraiment une réponse adéquate à cette question. N'étant pas un expert, mais de mon point de vue, on a une constitution, donc le système est divisé en 3, il y a une balance donc entre l'exécutif et législatif et juridique. Donc Donald Trump, même s'il est élu, ce ne sera pas le roi ou un président africain, donc il doit faire avec le Congrès. Si vraiment il déconne, il peut même le virer. Donc il y a des choses que tu dis en politique pendant la campagne et il y a des choses qu'il faut faire parce que quand tu es Donald Trump, même moi qui parle, je suis vraiment excité de tout ça, mais je ne connais pas inside, à l'intérieur, comment les choses passent encore. Donc, des fois, tu dois faire face à des réalités qui n'ont rien à voir avec le promesse de campagne. Alors, revenir aux gens pour leur dire que je ne peux pas faire ça, des fois, il y a le secret d'État aussi. Donc, dans ce contexte-là, on a toujours vu des gens qui ont dit pas mal de choses, qui n'ont jamais tenu leurs promesses, parce que l'intérêt national américain passe avant tout, malgré nous. D'accord. Peu importe le parti. Donc, ça m'étonnerait que Donald Trump, d'ailleurs, je suis parti dans son rallye et d'essayer de dire que si tu n'aimes pas les musulmans, il faut les interdire, il faut ramener, démanteler les bases militaires des pays musulmans, et interdire les musulmans de rentrer aux États-Unis, et donc on n'en a pas à se soucier d'eux. Donc on ne peut pas faire ça. On a besoin, c'est une économie, le monde vraiment va vers une mondialisation énorme, donc on a besoin des uns et des autres. Donc à mon avis, il y aura peut-être un certain changement, mais pas comme on le préconise. D'accord, et toujours tout en restant sur les présidentielles, a-t-il une chance de gagner? Bien sûr que oui, il a plus de chances que toi et moi. Donc, il disait que on ne sait jamais. C'est sûr qu'il y a une chance de gagner avec les découvertes des emails qui n'arrêtent pas de venir. Oui, c'est vraiment agaçant pour nous tous parce que ce qui se passe au niveau de la présidence affecte tout le monde. Ça, c'est une chaîne. Donc, si Hillary, elle gagne, elle fait bien, mais la majorité des démocrates vont gagner. Si c'est le contraire, on va perdre. Et donc, c'est quand même inquiétant d'avoir des nouvelles tous les jours. Même en ce moment-là, il y a une investigation qui a commencé avec l'ancien député démocrate de New York,
Anthony Weiner, je ne sais pas si tu as certainement entendu parler, qui est marié avec l'aide de Abedin de Hillary Clinton. Donc il y a une inquiétude, mais on va voir comment ça va se démêler d'ici 72 heures. D'accord. Et c'est pour quand alors ces fameuses élections? Mardi 8 novembre. Donc mardi prochain. Je voudrais parler autrement de Djibouti. Oui, allez-y. Alors pour Djibouti, non, d'abord juste une question avant que vous développiez. Avez-vous coupé les ponts? Oui et non. Expliquez-nous là. Non, parce que je ne peux pas régner qui je suis. Je suis né là-bas, j'ai vécu 33 ans. Malgré moi, je serai toujours djiboutien. Donc, mais en même temps, Djibouti, c'est ma mère, c'est ma patrie, mais l'Amérique, c'est ma mère adoptive. Quand ma mère m'a rejeté, m'a accepté, m'a ouvert les mains, m'a donné une deuxième chance. C'est ma deuxième vie à l'heure actuelle. Donc, bien sûr que je vais défendre les intérêts des États-Unis partout où j'y vais. Mon rôle désormais, ça sera Amérique avant tout. D'accord. Et en même temps, en tant qu'Américain, tu vois très bien qu'il y a des Juifs, des descendants, ou des gens qui n'ont jamais été en Israël, qui est en train d'aider Israël. Donc vous ferez tout pour aider votre pays, Djibouti. Voilà, malgré, parce que des fois, on doit être au-dessus de la mêlée. Tu vois, je crois que je suis arrivé à un niveau de passer ce clivage régional, ce clivage des tribus, religieuses, etc. Donc, de ce fait, je serai, même aujourd'hui, avec aucun problème de travailler avec quiconque. Qu'est-ce que je peux rapporter comme soutien à Djibouti? Si je suis élu, ou même en tant que citoyen djiboutien, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait faire en tant que citoyen américain, d'aider Djibouti. Mais malheureusement, comme je te l'ai dit avant, je suis toujours vu comme un ennemi de l'intérieur, boogeyman. Hein? Donc je suis sûr que je ne leur jette pas de fleurs parce qu'ils le méritent. Est-ce qu'il y a un moyen de sortir de cette crise? On a raté de l'indépendance de faire de Djibouti la Suisse de l'Afrique. Il y a eu assez d'argent, on n'était pas très nombreux, mais mieux vaut tard que jamais. Est-ce qu'aujourd'hui le gouvernement djiboutien ou le président Roger, qui se conduit en tant que roi, et la famille royale, ont accepté la réalité afin de construire une nation avec des valeurs républicaines? Est-ce que c'est possible? La question est là. On a vu que les négociations à l'époque avec le FLUD, les négociations avec l'USN n'a rien donné, le FLUD continue à opérer dans 4 coins le FLUD, avec le président de FLUD, M. Kadani, en France, le FLUD opère dans 4 coins de la République de Djibouti, les civils sont arrêtés, il y a des exactions gauche à droite. Récemment, Mohamed Jabra, qui a servi le plus longtemps de tout le monde, 6 ans, presque 6 ans, qu'à Djibouti, même pour un meurtre, t'es pardonné, tu as à peine 5 ans. Malgré que la justice l'a libéré, il est toujours en prison parce que, soi-disant, voilà, monsieur le roi ne veut pas le libérer. Donc c'est aberrant, on doit changer la donne, on doit changer la façon dont on fait la chose. Les Djiboutiens et Djiboutiennes, on devrait trouver une solution. On voit ce qui se passe en Éthiopie à l'heure actuelle. Les Oromos, ils ont été malmenés pendant des années, des siècles. Maintenant, c'est fini. Est-ce qu'on aura la même chose d'impact de l'Éthiopie sur Djibouti? Bien sûr que oui. Donc, à mon avis, je crois que la balle est dans le camp du régime. Ils doivent, comme on dit en français, mettre l'eau dans le vin. Revenir à la réalité. Avoir une justice sociale. Traiter ces citoyens de la même façon. L'indépendance de la justice. L'ouverture d'un espace démocratique. Parce que tout ça n'existe pas. Et parce que tout ça, de toute façon, est demandé un peu partout, et puis même au niveau de Djibouti. Mais ne pensez-vous pas quand même là que nous, en tant que diaspora, on ne peut rien faire, et je veux dire, on peut juste accompagner.
Là, je vous vois un peu, j'étais un peu aussi à votre place à un moment donné où on passait beaucoup de temps quand même sur Djibouti. Ne serait-il pas justement temps de tout, pas tout abandonner, bien entendu, comme vous le dites si bien, c'est la mère patrie, mais de se consacrer beaucoup plus quand même dans nos pays d'accueil. Oui, mais justement, c'est la seule façon de changer la donne à Djibouti. Si, par exemple, si j'ai la chance, que Dieu me donne la chance d'être élu, donc je rentrerai dans l'espace, tu vois, dans la cour des grands. Même en ce moment-là, je côtoie des sénateurs, des avocats, des hommes d'affaires, tu vois, les gens qui décident, en fin de compte, qui tirent les ficelles. Donc, même maintenant, les portes sont ouvertes. Donc, si je continue dans ce sens, un beau jour, je serai à table. S'il y a une discussion au niveau de Djibouti, je serai invité. Ça, il n'y a aucun doute. Et si chacun d'entre nous, où se trouve que ce soit en Amérique du Nord ou en Europe, participe pleinement dans la vie politique de leur pays, ils peuvent faire un changement, ils peuvent avoir un impact. Mais malheureusement, il est temps que Djiboutiens, même à l'étranger, qu'on sort un peu de ce système de tribus, de ce système de régions. Tu vois, on doit passer, tu vois, à la vitesse supérieure. Donc, pour certains, c'est pas le cas, ça prend du temps. Donc, même dans ma campagne maintenant, les Djiboutiens, ils étaient vraiment timides au niveau de participation financière. qu'alors c'était une chance pour eux d'aller sur mon Facebook ou à Ali for MNSenate.org et de contribuer. Si j'avais le soutien, d'ailleurs, j'ai besoin d'un soutien de ma communauté, même en Amérique. C'est comme ça qu'on peut faire quelque chose. Si on réunit, si on vient ensemble, malgré nos différences, on devrait plutôt additionner nos différences au lieu de les soustraire. Et c'est possible. Et c'est très possible. Et d'ailleurs, bon, bah, si je vous invite toutes et tous à aller sur la page Facebook Nabad Nantes ou alors sur Nidal Mahmoud Ibrahim, page Facebook toujours, où là vous allez trouver justement le Facebook de notre ami donc Monsieur Ali Shehem. Ali for Senate, vous allez voir, et puis là vous pouvez contribuer effectivement, comme il le dit, et c'est très 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 important justement de se montrer, très très important de dire que voilà, les Djiboutiens peuvent réussir, les Djiboutiens, j'irai plus loin, doivent réussir. En tout cas, merci beaucoup Monsieur Ali de cette interview, merci de ce courage que vous avez d'aller, et puis de sauter le pas et puis de dire voilà, je suis américain, j'y vais à fond et ça va servir à la fois ma terre d'accueil et mon pays d'origine. Et bravo pour cette initiative, Monsieur Ali. Merci bien. Et quand il s'agit de contribution, il y a uniquement les gens qui vivent aux États-Unis ou de nationalité américaine qui peuvent vivre dans n'importe quel coin du monde. Autrement, je remercie infiniment et je souhaite que les Djiboutiens et Djiboutiennes viennent ensemble, qu'on essaie de sortir de notre coquille d'où on vient et enfin de faire quelque chose de constructif pour les gens qui sont restés au pays. Parce qu'on a les moyens, on a les capacités, mais ce qui manque, c'est la volonté. Et en politique, il y a deux choses. Si tu as une conviction politique, tu peux toujours continuer. Mais avec des calculs, malheureusement, si ton engagement est basé dans une réussite personnelle, si devenir ministre ou député ou autre chose, c'est pas la peine de commencer. Autrement, j'ai dit, vive Djibouti, vive les États-Unis, et merci infiniment pour cette invitation. Non, pas de problème, et puis de toute façon, on va essayer de vous rappeler dès les... Ah, ça c'est sûr. Voilà, Inch'Allah, yes! Yes, you can! Merci beaucoup, Monsieur Ali. Merci, au revoir. Au revoir. Voilà donc, c'était le futur sénateur du Minnesota, district 55, Ali Shehem Ali. Évidemment, l'intégralité de cette interview vous sera proposée et sera mise en ligne très très bientôt donc sur la page Facebook.